ne mange pas d'insectes. En réalité, les stands que vous voyez d'insectes quand vous allez à Bangkok, c'est les prostituées du nord-est qui ont ramené leurs habitudes alimentaires dans Bangkok. Et donc c'est une coutume qui n'est pas forcément bien vue, même dans des pays où il y a une tendance anti-mophage. En Europe, ça a rarement été très pratiqué, même si on a quelques textes, entre autres médicaux, à l'époque grecque, qui conseillaient de mélanger du cafard avec du vinaigre pour traiter divers problèmes. Alors ça n'a pas été beaucoup étudié. Il faut faire attention parce que justement, vu que c'est des insectes qui ont tendance à faire un peu peur, à susciter le dégoût, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas avoir tendance à chercher des solutions de ce côté, et ça peut être un problème à long terme, justement, tout ce problème de perception culturelle. Passer à côté d'un remède qui marcherait parce qu'il serait fait à base de cafard, ce serait quand même dommage. Donc l'entomoculture, c'est un terme qui est relativement nouveau, que nous on utilise, donc ça définit l'élevage d'insectes. En anglais, c'est insect farming qui est beaucoup utilisé, même si entomoculture commence à se populariser petit peu par petit peu. L'élevage d'insectes, il y a des milliards d'usages, l'élevage de mouches, l'élevage de grillons, l'élevage de papillons, la sériculture, donc pour la soie, l'apiculture. Dans le futur, peut-être d'autres espèces, par exemple des espèces de bupreste qui sont actuellement considérées comme des invasifs du bois, pourraient très bien être utilisées pour retraiter des déchets de bois et en extraire des protéines. Donc l'élevage d'insectes pour lutter contre les invasifs est aussi quelque chose qui pourrait être très intéressant. Par exemple, l'élevage de guêpes qui attaquent donc les larves de bupreste dont je parlais juste avant. Vous avez peut-être déjà vu, c'est des hyménoptères avec des grands dards. En fait, elles arrivent, elles repèrent un insecte. Elle le touche juste entre ces deux plaques et il est paralysé, et après elle l'emmène dans un terrier et leur larve va les consommer plus tard. C'est actuellement étudié justement pour lutter contre des invasifs en Amérique du Nord. Donc l'agriculture sous contrat, c'est à peu près le mode qu'on utilise donc avec EPRI pour produire des insectes. C'est fournir les moyens de production à un fermier, signer un contrat avec lui en lui disant voilà, pendant X années tu vas travailler pour nous, garder une partie de ta production dont tu feras ce que tu veux, la manger, la revendre, sachant que le grillon, dont je vous disais qu'il était très cher en France, il reste cher en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire qu'un kilo de grillon c'est minimum 5 €, là où un kilo de poulet c'est 2 €. Parce que c'est un marché où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc Aketa domestica, le grillon domestique, c'est l'espèce qu'on élève. Alors il y a d'autres espèces de grillons, par exemple le grillon noir Bimaculatus, qui a un champ qui est plus fort, qui est plus large, mais qui a aussi plus mauvais goût. Donc c'est dommage, qu'on n'a donc pas retenu, malgré le fait qu'il soit plus facile à élever en général. Les grillons ont l'avantage d'être omnivores, même s'il leur faut une nourriture à forte tendance protéique. C'est vrai que le fait de pouvoir varier, par exemple, en leur donnant des aliments à base de luzerne, qui est une herbe très protéique, même si elle l'est beaucoup moins, par exemple, que le soja, ça permettrait d'avoir une alimentation 100% végétale avec une plante facile à élever, qui demande moins d'eau que le soja, parce que le soja est en général utilisé pour tout ce qui demande des protéines. Ça permet aussi éventuellement de traiter les déchets, mais ça, en fait, on va éviter de ne pas le faire pour éviter les risques de transmission de maladies vers l'homme, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des risques, même si les risques de virus sont très faibles. En fait, un virus qui est adapté à un organisme à sang froid va avoir du mal à passer vers un organisme à sang chaud. Les risques de bactéries, par contre, ne sont pas nuls. Pareil, il y a un autre risque. Si vous êtes allergique aux crevettes, ne mangez pas d'insectes, c'est déconseillé. Pour l'instant, les études n'ont pas encore été assez poussées pour montrer à quel point il y avait un seuil de tolérance ou non de l'humain, comme c'est quand même assez proche. Méfiez-vous, il y a quand même des cas qui ont été répertoriés d'allergie aux insectes sur des personnes qui avaient déjà un terrain allergique sur des crustacés. Et donc Hermetia illucens, la mouche noire, la mouche soldat noire, donc là c'était le terrain de chasse de Jean-François.
On y a pensé aussi. Pour l'instant, on n'est pas dessus parce que de toute façon, élever plusieurs espèces d'insectes, ça demande beaucoup de fonds que pour l'instant on n'a pas. Donc on évite de trop se disperser. On se concentre sur une espèce, même si on a en effet d'autres espèces en vue. Par exemple, le ver de farine aussi, dont on vous a très peu parlé ici, mais qui est une espèce, là encore, très facile à élever. Voilà, donc là on a fini la partie où on parle de nous. Vu qu'on a probablement oublié plein de choses, n'hésitez pas à nous poser des questions, parce que c'est quand même mieux si on peut avoir une session de questions un peu longue. Donc voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de reporter le problème un peu? Parce que vous avez parlé d'industrie alimentaire au niveau des poules, des vaches, des cochons, des choses qui sont des élevages hors sol, des trucs nourris aux farines animales. Est-ce que finalement transférer ça sur les insectes, c'est pas déplacer le problème plutôt qu'apporter une véritable solution au niveau des changements d'habitude qu'on a dans l'alimentation? Oui, effectivement, c'est sûr que si on est tous végétariens, le problème se poserait de manière beaucoup moins acérée. Donc, la probabilité de réalisation d'un tel scénario est quand même assez faible. D'une part. D'autre part, je pense que l'aspect valorisation des effluents qu'on peut obtenir avec les insectes, que ce soit fait pour faire de la nourriture ou que ce soit fait pour faire du biodiesel par exemple, est aussi une solution intéressante. Donc il y a d'un aspect nourriture, oui, on prend acte du fait que les gens ne changeront pas d'habitude, et il y a un aspect retraitement des effluents où là on apporte quelque chose de significativement différent. Alors il y a aussi quelque chose qui est important à noter, c'est que le changement ça prend du temps, que faire accepter aux gens que leur steak va leur coûter 100 € au lieu de 10, ça, déjà ils ne le voient pas, parce que l'augmentation des prix, y compris dans les matières premières, reste assez lente. Et en fait, d'ailleurs, avec EPRI, on essaie de travailler plutôt justement sur le fait de faire changer les habitudes alimentaires dans les pays où la culture est déjà ancrée, pour qu'en fait ça vienne de la base, plutôt que d'essayer de marteler le changement par le haut, parce qu'on pense que ça marchera juste pas en fait. D'ailleurs, sur ce dernier point, il y a une alerte qui avait été levée aussi par la FAO pour montrer que les situations sont bien contrastées en fonction des endroits où on est. C'est que du côté des pays traditionnellement entomophages, comme il n'y a pas d'élevage systématique ou important d'insectes, il y a certaines classes de population qui considèrent que c'est un signe de richesse que de manger des insectes. C'est quand même quelque chose qui est assez onéreux. Et donc, les gens vont plutôt à la chasse aux insectes. Donc, il y a des régions qui sont en train de se dépeupler leurs insectes sauvages parce que justement, il y a l'entomophagie qui remonte. La FAO veut aussi développer l'élevage d'insectes là-bas pour ça. Alors, il reste, puisqu'on est quand même dans un festival de science-fiction, il reste quand même d'autres perspectives. Peut-être qu'un jour on arrivera à synthétiser des trucs qui ressembleront suffisamment à de la nourriture pour qu'on puisse y prendre du plaisir. Je pense qu'on n'y est pas encore. Vous dites que vous allez donner des déchets aux insectes, mais si les insectes mangent des déchets, qu'ensuite les poules vont manger, tu vas manger les poules, est-ce qu'au final on finit pas par manger les déchets? Quel genre de déchets vous leur donnez? Alors, oui, effectivement, c'est une vraie question. La loi, justement, est là pour nous protéger contre les abus qu'on pourrait avoir là-dessus. C'est certain, c'est que par exemple, si on donne des déchets contenant de fortes doses de médicaments, on risque de les retrouver dans les insectes, donc dans les animaux, etc. Donc on pourrait contaminer la chaîne alimentaire menant jusqu'à l'homme si jamais les déchets qu'on utilise en amont ne sont pas propres. Donc il y a beaucoup de précautions à prendre sur la nature de ce qu'on va donner aux insectes. Et aujourd'hui, par exemple, on envisage de travailler sur des déchets de l'industrie agroalimentaire qui sont considérés comme de la nourriture qui serait éligible à la nourriture humaine. Donc en tant que tel, il n'y a pas de risque avéré là-dessus. Quand on va commencer à passer sur des déchets qui sont des fumiers, a priori, c'est des choses qu'on met dans les champs, mais qui sont aussi issus d'animaux qui sont eux-mêmes contrôlés. Donc on a un risque qui est la transmission des antibiotiques qu'on aurait pu trouver, qui aura pu consommer ces animaux dans la nourriture qui va être amenée aux insectes. Et donc on pourrait imaginer que ça puisse passer. Mais
ne faut pas oublier, c'est que les animaux à qui on les a donnés, on en a déjà mangé, et puis qu'on a déjà mangé ces animaux, donc le risque est quand même moins violent. Et puis, il y a des études aujourd'hui qui essayent d'étudier pour voir si l'insecte n'est pas un concentrateur. Par exemple, comme il va manger beaucoup de matière, il pourrait concentrer dans son métabolisme les métaux lourds. Donc on fait aussi attention à ce genre de choses pour savoir, pour faire des analyses, pour vérifier que nos insectes ne concentreraient pas les métaux lourds. Donc on ne fera pas n'importe quoi, on va trier les déchets, en tout cas on va trier les sources de déchets de manière à donner des choses qui sont éligibles à l'alimentation d'animaux. Maintenant en élargissant la gamme, puisque leur efficacité leur permet de traiter les choses que d'autres animaux ne mangeraient pas. Alors, pour préciser d'ailleurs, il y a quand même un avantage à l'insecte, c'est qu'il supporte mal les pesticides, parce qu'en général ça a été fait pour le tuer en fait. Donc ce qui fait que déjà ça fait une partie des problèmes qui disparaît naturellement, puisque de toute façon on ne peut pas leur donner à manger ça. On ne peut pas leur donner à manger une source qui a été teintée par des pesticides. Autre chose, en effet la concentration des métaux lourds c'est étudié. Par exemple le son de riz, donc qui est un déchet classique du riz, a un problème, c'est qu'il contient souvent des doses d'arsenic assez élevées. Et en effet, il est déconseillé d'en donner à manger aux grillons, par exemple, puisque justement sur l'alimentation au Laos, le son de riz, c'est un déchet qui nous met naturellement à l'esprit. Parce que le taux d'arsenic retrouvé après dans le grillon était trop proche des normes, enfin des seuils maximaux autorisés pour qu'on se sente en sécurité avec le produit. Donc on a préféré abandonner l'idée du son de riz comme nourriture. En tout cas dans l'alimentation des insectes. En termes de sécurité aussi, on peut citer le cas des prions, parce que un des éléments qui fait que les lois actuelles n'autorisent pas, par exemple, d'utiliser les déchets de tablette de cuisine pour nourrir les animaux, alors que ça a toujours été fait pour nourrir les cochons, on a toujours pris les déchets de restauration pour faire ça. Aujourd'hui, c'est interdit. Et ça serait interdit de nourrir des insectes aussi avec ça. Essayer de faire évoluer la loi là-dessus. C'est qu'on pense que des prions résiduels qui seraient dans cette alimentation pourraient passer dans le mammifère qu'il aurait, dans la volaille qu'il aurait consommée, pour derrière arriver jusqu'à l'homme. Donc, en fait, les études qui ont été faites récemment montrent, par exemple, que le poisson, parce qu'il est suffisamment éloigné en tant que genre d'animal dans l'embranchement des espèces, il est suffisamment éloigné de l'homme et des mammifères, le poisson ne serait pas un vecteur de transmission du prion. Donc là-dedans, la position de l'insecte est encore meilleure parce que finalement, il est encore plus éloigné, c'est un invertébré, donc c'est dans les arthropodes, l'embranchement est beaucoup plus haut dans l'arbre des espèces, donc il y a encore beaucoup moins de probabilité que l'insecte lui-même soit un vecteur de prion. Donc on a un filtre qui, à mon avis, serait du même ordre que le filtre qu'on a quand on épand des matières sur la terre et qu'on se fait pousser des plantes avec. C'est 2 milliards de personnes, un peu plus de 2 milliards de personnes qui consomment des insectes régulièrement. Comment ça se consomme du grillon? Ça a quel goût? Ça ressemble à quoi? Alors, les insectes en général, et en tout cas ceux qu'on consomme, et le grillon en particulier, ont très très peu de goût. Nature, ça a un goût qui dépend énormément du mode de cuisson. En général, ils sont frits. Ça leur donne un goût qui est plus agréable avec des épices, par exemple de l'ail et des feuilles de citronnier. En tout cas, c'est comme ça qu'au Laos, on les trouve dans les restaurants par exemple. Après, ça prend vraiment le goût de ce qu'on donne parce que ça a peu d'intérêt gustatif au départ. Par contre, quand on part sur d'autres insectes, par exemple les punaises, on peut arriver sur des goûts qui sont beaucoup plus désagréables. Parce que c'est des insectes qui ont des glandes qui sécrètent pas forcément des toxines, mais en tout cas des produits qui ont un très mauvais goût pour se protéger des prédateurs. Je ne sais pas si vous avez déjà senti, si vous vous rappelez de l'odeur des coccinelles par exemple. Les coccinelles, c'est pareil, ça crache un truc jaune qui pue. C'est parce que voilà, c'est un mécanisme de défense. Et ne mangez pas n'importe quel insecte. À terme, est-ce que vous envisagez comme de l'élevage individuel ou familial pour parler des petites cages, ou est-ce que, bien sûr dans 5 ans ou 10 ans, mais on se projette un petit peu plus loin, est-ce que vous envisagez dans chaque famille, par exemple, un petit élevage individuel qui recyclerait les déchets ménagers et permettant une source de protéines pour la famille? Dans les pays en voie de développement,
peut-être, parce qu'en général l'espace est plus important. En ville, c'est plus compliqué quand même, hein. Les insectes, le grillon, ça chante. Certes, j'en ai souvent dans mon salon, parce que j'ai toujours un élevage de démo en France au cas où, mais bon, il faut être prêt à vivre avec le bruit de la Provence dans son salon. C'est pas forcément désagréable, hein, mais il faut s'y habituer. Après, il y a d'autres inconvénients. L'odeur. L'insecte, ça sent fort, même le grillon. Pourtant, on mange peu d'aliments humides, va quand même sentir fort parce qu'il va avoir des déjections, etc., qu'il va falloir changer son substrat pour que l'odeur soit minimale. C'est pas forcément adapté. Après, dans des jardins, des caves, des garages, oui, pourquoi pas. Surtout que c'est des insectes qui aiment bien vivre, le grillon ou les cafards d'ailleurs. En ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, le cafard, ça explose, hein, $160 le kilo en Chine. Parce que c'est utilisé à fin médicinale là-bas. On a retrouvé quelques millions de milliards qui se sont échappés d'une ferme parce que quelqu'un était venu essayer d'en voler quelques-uns, les autres se sont enfuis. Voilà, c'est des espèces qui aiment bien vivre donc dans des espaces confinés, humides et sombres. Ça tombe bien, hein, on en a plein des comme ça. Il y a une designeuse allemande là, récemment, si vous trouvez ça sur internet, qui a designé un appareil et élevé des Black Soldier Fly. Alors c'est une espèce de machin bleu en plastique. Il y a une bulle dans laquelle ça fait une volière. On met les larves au-dessus. Les larves, quand elles sont mûres, elles descendent, elles commencent à voler. Les mouches sont censées pondre dans cette magnifique volière. Et vous mettez vos déchets de table dans un tiroir. Et elles viennent pondre sur une surface qui est designée pour ça. Et les larves tombent dans sur ce truc-là et viennent manger vos déchets pour redonner de nouvelles larves. Et après, il y a un autre tiroir où les larves migrent quand elles ont fini de manger. Vous sortez et vous le pouvez utiliser directement dans votre salade. Alors, évidemment, toujours se méfier. Hein, les designers font toujours des très jolis objets qui, en réalité, se montrent toujours moins utiles que ce qu'on aimerait. Mais voilà. Après, on verra si un jour des modèles comme ça atteignent la production, justement, parce que ça prouvera qu'ils ont réussi à passer d'éventuels écueils. Alors sinon pour les jardins, il y a sur la partie Black Soldier aussi, vous allez trouver sur les forums sur internet des tas de gens qui expliquent comment est-ce qu'on construit un composteur domestique pour attirer les Black Soldier, pour avoir un effet compostage par les Black Soldier et avoir des larves qu'on va pouvoir donner à ces poules. Donc ça on trouve beaucoup et il y a des gens qui commencent à vendre même des petits composteurs domestiques spécialement designés pour les Black Soldier, les biopods. Et donc oui, il y a des gens qui commencent à réfléchir pour avoir une approche locale de ces mouches-là. Compris l'information du prix de ces produits. J'entends qu'on a à la fois des équilibres offre-demande qui expliqueraient que les prix soient élevés. J'avais plutôt en tête que ce n'était pas un produit très demandé, puisqu'on a une sorte d'aversion culturelle pour les insectes. Donc, je ne comprends pas bien pourquoi il y aurait un déséquilibre offre-demande. Ensuite, si c'est le cas, est-ce qu'il y a en plus un problème de coût de production? Est-ce que le prix est élevé parce que les coûts de production sont élevés? Et est-ce que dans la perspective d'une production intensive, on peut espérer baisser les coûts de production, satisfaire une demande et avoir des prix qui baissent? Alors il faut faire attention parce que le prix varie énormément entre l'Occident et les pays entomophages. Dans les pays entomophages, il y a beaucoup de demandes. C'est cher, mais cher là-bas c'est 5-7 euros le kilo, hein, donc ça serait considéré comme pas grand-chose chez nous. Alors que chez nous, comme c'est un marché de niche où peu d'acteurs essayent de se battre, mais ils arrivent à fixer le prix plutôt haut, justement parce qu'il y a peu d'acteurs, on est sur des prix qui sont entre minimum 400 euros, maximum 1250 euros le kilo de grillons domestiques, parce que c'est un marché très faible. Mais c'est un marché qui intéresse en partie des restaurateurs. Par exemple, dans le sud de la France, on a un restaurateur qui a une étoile et qui met des insectes à son menu, alors que c'est illégal. Alors en ce qui nous concerne, nous on a cette approche qui consiste à développer une approche industrielle de l'élevage d'insectes. Et pour faire des protéines, on ne peut pas se situer sur des prix à 400 euros le kilo. Alors on est plutôt en train de viser des prix à entre 400 et 1000 euros la tonne. Donc, oui, il y a toute la rationalisation de l'élevage en fait qui reste à faire.
comme c'est un secteur qui reste assez neuf au niveau industriel, c'est-à-dire sorti des élevages dans les jardins en Asie, il y a beaucoup de travail à faire sur l'alimentation, sur la prévention des maladies, qu'est-ce que les cycles idéaux, les taux d'humidité idéaux, l'espace nécessaire, parce que par exemple un grillon ça a besoin de 2 cm² pour vivre, mais jusqu'où on peut les empiler quand même, parce qu'on peut les mettre en hauteur, c'est l'avantage, on travaille souvent avec des boîtes à œufs pour les grillons, parce que ça leur donne plein de cachettes, beaucoup de surface, donc ça permet de démultiplier un petit peu l'espace de l'élevage, et donc de passer sur du vertical en plus de l'horizontal. Là où, avec des poules, on se retrouve avec des batteries, mais sur une espèce qui est pas vraiment faite pour. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un gros enjeu d'arriver à produire industriellement des insectes à des coûts qui soient abordables, dans des volumes qui soient compatibles avec les besoins de l'agroalimentaire européen notamment, et dans des coûts qui soient comparables, grosso modo, qui se situent entre le prix du soja et le prix du fish meal, grosso modo, de la farine de poisson, pour arriver, parce que c'est un apport de protéines qui est plus proche de celui du fish meal, on pense, et donc ça pourrait substituer au soja, mais encore faut-il que ce soit un prix qui soit suffisamment raisonnable pour pouvoir être compétitif. Donc beaucoup de travaux pour automatiser, industrialiser et trouver les bonnes métriques de production là-dessus. Alors, ils sont mal étudiés. Alors, la question, c'est les effets sur la santé humaine. Pour l'instant, ils sont mal étudiés parce que justement, comme c'est une habitude alimentaire qui n'est pas très présente en Europe ou aux États-Unis, on s'y est pas beaucoup intéressé parce que justement, ça ne nous touche pas. Et quand ça ne touche pas les pays les plus riches, en général, on n'étudie pas trop. On a commencé à s'y intéresser. Pour l'instant, ils sont plutôt positifs. Voilà. Je crois aussi qu'il faut quand même, on ne peut pas dire l'insecte en général. Il y a 1 million de races. 1 million d'espèces. 1400 comestibles d'après le listing de la FAO. On est loin d'avoir trouvé probablement tous les insectes qui seront utiles à l'homme demain. On en a trouvé quelques-uns depuis des milliers d'années avec les vers à soie et les abeilles, mais il y a certainement dans la nature des insectes qui occupent des niches écologiques qui vont apporter des bienfaits qu'on pourra utiliser demain et qu'on ne connaît pas encore. Quand ils sont partis faire des relevés en Amazonie, ils ont relevé un certain nombre d'espèces de mammifères ou d'oiseaux nouvelles, je crois qu'il y en avait quelques centaines. Ils n'ont pas pu relever tous les insectes nouveaux qu'ils ont trouvés tellement il y en avait. La petite musique de fin est en train de sonner. Juste pour vous dire, donc n'hésitez pas à venir nous voir après s'il reste des questions. On a des sites, Képri a un site internet, toi pas encore, c'est ça? Une petite page. Ouais, voilà, une page aussi. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, même si on ne tweet pas beaucoup. Et d'ici une dizaine de jours, on va faire une campagne de crowdfunding donc sur le projet en partenariat avec Handicap International, qui va probablement avoir lieu sur le site Indiegogo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer voir la campagne. Il y aura une petite vidéo qui expliquera ce qu'on veut faire, même si vous avez eu plus qu'un aperçu ici. Voilà. Merci.